Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de la reproduction sexuée. Je rappelle que dans la précédente vidéo, nous avons entamé la section du mode de reproduction chez les plantes et nous avons vu qu'il y avait deux types de reproduction. La reproduction sexuée qui se fait à partir de la fleur et de la graine et la reproduction asexuée qui utilise les autres parties végétatives de la plante. Donc, entrons dans le vif du sujet. Comme le support de la reproduction sexuée, c'est la fleur, nous allons donc présenter en globalité la structure d'une fleur. Donc, une fleur est constituée de la base vers le sommet de la pédoncule florale. La pédoncule florale, c'est cette partie de la fleur qui relie la fleur à la plante. Au-dessus de la pédoncule florale, nous avons le réceptacle. Le réceptacle est le lieu et le point où sont fixés tous les autres éléments de la fleur. Toutes les autres pièces de la fleur sont donc fixées au niveau du réceptacle. Au-dessus du réceptacle, on a les sépales et selon les types de fleurs, le nombre doit varier et l'ensemble de ces sépales doit former le calice. Au-dessus des sépales, nous avons donc les pétales et le nombre de pétales varie selon la fleur et l'ensemble des pétales forme la corolle. Donc l'ensemble de la corolle et de la calice doit former la périanthe. La périanthe qui est les pièces stériles d'une fleur. Maintenant, à l'intérieur des pétales, on a premièrement les étamines qui sont constituées de l'antère et du filet. Rappelons que l'antère, c'est le lieu de production du grain de pollen et l'antère est fixée au niveau du réceptacle par le filet. Donc, l'ensemble des étamines, l'ensemble de tous ces étamines doit former ce qu'on appelle l'androcée. Et l'étamine, rappelons-le, est la pièce reproductrice mâle. Donc, à l'intérieur des étamines, nous avons la carpelle qui est formée de l'ovaire qui est à la base. Cette base qui est enflée s'appelle l'ovaire. Il y a le style qui est cette tige qui relie l'ovaire au stigmate. Et rappelons que le stigmate est le lieu où se dépose le grain de pollen lors de la pollinisation. Donc l'ensemble des carpelles doit former ce qu'on doit appeler gynécée ou pistil. Pour que la reproduction sexuée ait lieu, il faut d'abord qu'il y ait pollinisation. C'est quoi la pollinisation? La pollinisation, c'est le transfert des grains de pollen de l'antère vers le stigmate. Donc, toute opération qui consiste à transporter le grain de pollen à maturité de l'antère vers le stigmate est appelée pollinisation. Et pour que la pollinisation se produise, il y a plusieurs agents qui peuvent favoriser le transfert du grain de pollen. Le premier agent de transport, c'est le vent et l'action est appelée anémogamie. Donc, quand la pollinisation est faite par le vent, on appelle cela l'anémogamie. Donc, le vent, en soufflant, doit secouer la plante et la plante va libérer du grain de pollen. Les anthères vont libérer du grain de pollen qui vont être transportés par le vent et seront déposés sur l'antère des fleurs. Le deuxième agent de transport de pollinisation, c'est l'eau. Et on appelle, quand la pollinisation est faite par l'eau, on appelle cela l'hydrogamie. Et ça ne consiste qu'à transporter peut-être par les pluies le pollen de l'antère vers le stigmate. Le troisième agent de pollinisation sont les insectes, mais on peut aussi introduire les insectes dans l'autre agent qu'on doit appeler les animaux, parce que les insectes sont des animaux. On ne sait pas ça parce que les insectes ont un impact encore plus important que le reste des animaux. Et l'opération sera appelée l'entomogamie. Donc, le quatrième agent de pollinisation ici, ce sont les animaux et on peut avoir les oiseaux qui se nourrissent du nectar de la plante. Donc, en suçant le nectar, ils vont transporter le pollen et les déposer sur le stigmate. On a les
les chauves-souris, on a les rongeurs. Donc toute action que l'animal doit opérer sur la fleur doit permettre au transport du pollen de l'antère vers le stigma. Dans la pollinisation, donc, on doit observer deux grandes parties, deux grands types de pollinisation. Soit que la plante est pollinisée par ses propres pollens, soit que la plante est pollinisée par les pollens venant d'une autre plante. Donc quand la plante est pollinisée par ses propres pollens, c'est-à-dire que le grain de pollen se dépose sur le stigma de la même plante, on parle d'autopollinisation. Donc, le grain de pollen est sécrété et déposé sur le stigma de la même plante. Dans le cas contraire, on parlera de la pollinisation croisée, qui est le fait que le grain de pollen quitte une fleur pour aller se déposer sur une autre fleur, sur le stigma d'une autre fleur. Et selon qu'on soit dans le cadre de l'autopollinisation ou de la pollinisation croisée, on aura donc deux modes de pollinisation qu'on va appeler l'autogamie. L'autogamie qui consiste à quoi? Qui consiste au fait que les plantes s'auto-fertilisent elles-mêmes, c'est-à-dire les plantes se fertilisent, se fécondent par les pollens qui proviennent de leurs propres antères, ou les pollens peuvent quitter d'une fleur vers une autre fleur sur la même plante. On doit parler d'autogamie. Mais quand les pollens partent d'une fleur vers une autre fleur, d'une fleur de la plante A vers une fleur d'une autre plante appelée par exemple plante B, on doit parler de ce fait d'allogamie. L'autogamie, donc, c'est quoi? L'autogamie, on a dit que c'est le développement de la graine par autopollinisation. Quand une graine est développée par la pollinisation sur la même plante, on parle d'autogamie. Il y a donc plusieurs mécanismes qui favorisent l'autopollinisation. Donc, on aura la bisexualité de la fleur, on aura l'homogamie de la fleur, on aura la cleistogamie. C'est quoi la bisexualité? La bisexualité de la fleur, c'est le fait qu'on ait sur la même fleur les deux pièces reproductrices mâles et femelles. Ce type de fleurs sera appelé des fleurs hermaphrodites. Donc, voilà un exemple. On a sur la fleur à la fois des pièces reproductrices mâles qui est les étamines et les fleurs reproductrices femelles qui est le pistil. L'homogamie, c'est quoi? Nous sommes toujours dans l'autogamie. L'homogamie, c'est un autre mécanisme qui favorise l'autogamie, donc qui favorise que la plante s'auto-féconde elle-même. L'homogamie, c'est le fait que les pièces mâles et femelles de la même fleur arrivent à maturité au même moment. Donc quand les pièces mâles, c'est-à-dire le stigma par exemple, est à maturité au même moment que les antères, ça va faire que les antères vont sécréter les grains de pollen qui vont féconder, qui vont se déposer sur le stigma, réduisant ainsi les chances que le grain de pollen vienne d'ailleurs. Donc la cleistogamie, qui est un autre mécanisme qui permet l'autogamie, et le fait que les fleurs ne s'ouvrent pas à la maturité. Donc on a certaines espèces comme le haricot, le pois, ainsi de suite, qui restent fermées jusqu'à la fécondation. Donc c'est à la fécondation que la fleur s'ouvre, ne donnant donc pas accès au pollen d'une autre plante. Donc après avoir parlé de l'autogamie, qui est le fait que la plante s'auto-féconde elle-même, on doit maintenant parler de l'allogamie, qui est le fait que la plante effectue une fécondation croisée. Donc ici, le développement de la graine est fait par la pollinisation croisée, c'est-à-dire le grain de pollen part d'une plante pour féconder une autre plante, la fleur d'une autre plante. Donc il y a aussi plusieurs mécanismes donc, qui vont favoriser la pollinisation croisée. Le premier sera la diclinie, ou unisexualité de la fleur. On aura la monoclinie ou bisexualité de la fleur. Dans la monoclinie ou bisexualité, on a les dichogamies, on a l'échogamie, on a l'hétérostylie. Et le dernier sera l'autostérilité ou auto-incompatibilité. C'est quoi donc la diclinie ou l'unisexualité? La diclinie ou unisexualité, c'est le fait qu'on ait sur la même fleur soit les étamines, soit les pistils. Et on aura donc deux types de diclinie. On aura les plantes monoïques et on aura les plantes dioïques. Les plantes monoïques, ce sont des plantes dont les fleurs mâles et les fleurs femelles sont sur la même plante, et les plantes dioïques sont des plantes dont les fleurs mâles et les fleurs femelles sont sur des plantes différentes. Donc on a exemple ici un cas
de monoïque. Donc on voit qu'ici on a à la base on a les fleurs mâles, et au sommet on a des fleurs femelles sur la même plante. Donc dans le cas des plantes dioïques, on aura des plantes qui auront des fleurs uniquement mâles et on aura des plantes qui auront des fleurs uniquement femelles. Donc le deuxième cas, c'est la monoclinie. Donc quand les fleurs sont bisexuées et l'adaptation spatiale des fleurs empêche l'autopollinisation. C'est-à-dire on a les deux sexes sur la même fleur, mais leur disposition ne permet pas que le pollen aille se déposer sur l'antenne de la même fleur. Donc on va parler de monoclinie. Donc dans la monoclinie, on aura la dichogamie. La dichogamie, c'est le fait que chez les fleurs bisexuées, les anthères et les stigmates mûrissent à des moments différents. Donc, le premier cas de diclinie, c'est la prototendrie. C'est le fait que les étamines arrivent d'abord à maturité avant les stigmates. Donc, quand les étamines arrivent à maturité avant les stigmates, donc on a ici les étamines qui sont déjà matures alors que le stigmate est encore jeune. Ça va faire que les étamines ne pourront pas féconder le stigmate, et quand le stigmate sera à maturité, les étamines seront déjà séchées et fanées. Donc c'est les pollens qui vont venir d'une autre plante qui viendront féconder, se déposer sur le stigmate. Ça c'est la protendrie. Et maintenant dans l'autre cas de dichogamie, on va parler de protogynie. La protogynie, c'est le fait que les stigmates mûrissent plus tôt que les étamines. Donc on aura ici là les stigmates qui sont matures alors qu'il n'y a pas encore d'anthères, et quand les anthères seront matures, le stigmate aura déjà fané. Donc, le deuxième cas de monoclinie ou bisexualité est l'échogamie. L'échogamie est le fait que les étamines et les stigmates sont disposés de telle manière que l'autopollinisation devient impossible. Donc, on aura des fleurs qui auront des pièces reproductrices mâles et femelles sur la même fleur, mais leur disposition ne permettra pas que ces fleurs puissent s'auto-féconder. On va voir un cas ici. Donc nous voyons ici sur une fleur, vous voyez comment les étamines sont tellement dispersées, éloignées du stigmate, ce qui va rendre difficile aux grains de pollen de venir fertiliser et donner la chance aux pollen qui sont peut-être dans l'air venant des autres plantes de se déposer sur l'antenne sur le stigmate de cette fleur. Le troisième cas de la monoclinie ou la bisexualité, c'est l'hétérostylie. C'est quoi l'hétérostylie? L'hétérostylie, c'est le fait que certaines plantes produisent 2 ou 3 formes différentes de fleurs qui diffèrent par la longueur des étamines et des styles. Donc on aura des plantes qui vont produire des fleurs avec des stigmates différents. Donc sur la même plante, on aura des fleurs qui auront des longs stigmates et des courts, des longs styles et des courts étamines. On aura des fleurs qui auront des courts étamines et des longs styles. On va voir le premier cas de l'hétérostylie qui est la distylie. Dans la distylie, la plante produit 2 formes de styles qu'on va appeler le style pin et le style trompe. Dans le style pin, comme vous voyez sur l'image, le style est plus long que les étamines. Donc ceci va rendre difficile l'autofécondation. Alors que dans le style trompe, où les étamines sont plus longs que le style, ici il y aura possibilité d'autofécondation. Il y aura possibilité d'autofécondation parce que les étamines pourront libérer les pollens qui vont se déposer sur le stigmate. Mais de toutes les façons, il y aura aussi des chances que la pollinisation vienne aussi d'ailleurs, parce que cette différenciation au niveau de la taille va permettre que le pollen peut venir d'ailleurs et se déposer aussi sur le stigmate, donc créer toujours les conditions de la fécondation croisée de la pollinisation croisée qui est l'allogamie. Le deuxième cas de l'hétérostylie, c'est la tristylie. Donc la tristylie par opposition à la distylie, c'est le fait que les plantes produisent 3 sortes de fleurs. Ici, nous allons voir des fleurs qui ont des styles très courts, On aura ici des fleurs qui ont des styles très longs, moyens. Et on aura ici des fleurs qui ont des styles très longs.
La dernière condition de l'allogamie, le dernier mécanisme qui favorise l'allogamie, c'est l'autostérilité. C'est-à-dire la plante est incapable de se fertiliser soi-même. Il y a des mécanismes génétiques qui empêchent à la plante de se fertiliser. Soit c'est le grain de pollen qui est mal formé, soit c'est le grain de pollen qui est incapable de se développer. Donc, de toutes les façons, le grain de pollen ne pourra pas atteindre l'ovule pour féconder l'ovule. L'autre, c'est l'autre mécanisme, c'est l'auto-incompatibilité, donc qui est l'aptitude du grain de pollen à ne pas pouvoir se fixer sur le stigma. Donc, le grain de pollen sera sécrété, transporté, mais au niveau du stigma, il n'y aura pas de fixation. Parce qu'il faut se rappeler que pour que la germination du grain de pollen commence, il faut qu'elle se fixe, qu'il se fixe sur le stigma. C'est quand il se fixe sur le stigma que certains hormones sont sécrétés par le stigma pour stimuler la germination du pollen. Donc, on aura des critères, on aura des situations où le grain de pollen doit se déposer, mais ne sera pas capable de se fixer. Et donc, la plante ne sera pas capable de s'auto-fertiliser. Il y aura besoin des grains de pollen qui viennent des autres plantes ou des autres espèces. Donc, quel est donc l'importance de tous ces mécanismes dans l'agriculture? On va dire le mode de pollinisation doit jouer un important rôle dans la sélection des plantes. C'est-à-dire, on exploite ces différents mécanismes de croisement, l'autofécondation, la fécondation croisée, l'autogamie, l'allogamie, tout ce qu'on a vu là, ça nous permet de développer des aptitudes dans l'amélioration des plantes. Et comme action, on peut opérer des actions au niveau génétique, c'est-à-dire créer, manipuler les gènes, pas manipuler au sens strict, c'est-à-dire créer des situations où on va faire des transferts de gènes, on va connaître la constitution génétique du plant en faisant peut-être des croisements. C'est qu'en faisant des croisements sur plusieurs générations entre les mêmes espèces, entre les espèces ayant le même pool génétique, on aura après un certain temps une certaine homogénéité génétique. On va permettre à l'adaptabilité des plantes en faisant toujours des croisements, soit des croisements autogamiques, soit des croisements allogamiques. Donc tout cela doit permettre de créer, créer ou de développer des variétés selon les désirs du généticien. Donc, c'était tout pour cette vidéo où on parlait de la reproduction sexuée chez les plantes, principalement les gymnospermes, les angiospermes. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la reproduction asexuée chez les angiospermes. Donc, nous vous prions de vous connecter, d'aimer et de liker les vidéos afin de ne pas rater les prochaines sorties. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.